pour le coup, moi, je vais très bien. Même si j'ai eu quelques petites crises de migraine ces derniers jours. C'est en partie pour ça que je n'ai pas tourné de vidéo jeudi et dimanche. Mais je reviens avec la vidéo du lundi. Et qui dit lundi dit les lettres de mon moulin. Avant de commencer la vidéo et que vous vous endormiez, il y a un abonné qui m'a parlé de l'onglet Boost sur mes vidéos. Alors, je ne me suis pas encore penchée sur le sujet. Et donc, c'est un onglet, il me semble, qu'il y a sous les vidéos des petits créateurs de contenu, comme moi par exemple. Et en fait, si vous cliquez dessus, ça booste ma vidéo. Alors il me semble que vous pouvez booster 3 vidéos d'un créateur par semaine. Les 3 que vous voulez, il me semble. Si vous en savez plus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me tenir au courant. En tout cas, je sais que ça fonctionne bien parce que depuis que cette personne me l'a dit, c'est vrai que j'ai eu quelques abonnés en plus et il y a des vidéos qui ont eu beaucoup de vues d'un coup, notamment sur la vidéo sur le Tour de France. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est en plein dedans? Je ne sais pas. Mais voilà, sache que si vous voulez m'aider d'une autre manière, et je trouve que YouTube a mis en place un bon outil pour vous et pour moi de mettre en boost des vidéos sur des petits créateurs. Alors il me semble que vous pouvez faire ça, peut-être que vous êtes déjà au courant d'ailleurs, que vous pouvez faire ça sur des créateurs qui ont moins de 500 000 abonnés. Il me semble, d'après ce que j'ai lu très rapidement. Donc voilà, donc n'hésitez pas à booster mes vidéos. Ça va devenir un nouveau, comment on dit, je ne sais pas, entre liker, partager, vous abonner, maintenant vous pouvez booster. Donc n'hésitez pas à booster mes vidéos, celles que vous aimez. Voilà, vous pouvez booster 3 vidéos par semaine. En tout cas, si vous en savez plus que moi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et comme ça, vous y trouvez votre compte et moi aussi. Alors, aujourd'hui, je vous propose donc 2 contes des lettres, enfin 2 contes, oui, 2 lettres de mon moulin. La première s'intitule Les étoiles. Du temps que je gardais les bêtes sur le Luberon, je restais des semaines entières sans voir âme qui vive. Seul dans le pâturage avec mon chien Labri et mes ouailles. De temps en temps, l'ermite du mont de Lure passait par là pour chercher des simples ou bien j'apercevais la face noire de quelques charbonniers du Piémont. Mais c'étaient des gens naïfs, silencieux, à force de solitude, ayant perdu le goût de parler et ne sachant rien de ce qui se disait en bas dans les villages et les villes. Aussi,
tous les 15 jours, lorsque j'entendais sur le chemin qui monte les sonnailles du mulet de notre ferme, m'apportant les provisions de quinzaine, et que je voyais apparaître peu à peu au-dessus de la côte la tête éveillée du petit Miaro, garçon de ferme, ou la coiffe rousse de la vieille tante Nourade, j'étais vraiment bien heureux. Je me faisais raconter les nouvelles du pays d'en bas, les baptêmes, les mariages. Mais ce qui m'intéressait surtout, c'était de savoir ce que devenait la fille de mes maîtres, notre demoiselle Stéphanette, la plus jolie qu'il y eût à 10 lieues à la ronde. Sans avoir l'air d'y prendre trop d'intérêt, je m'informais si elle allait beaucoup aux fêtes, aux veillées, s'il lui venait toujours de nouveaux galants. Et à ceux qui me demanderont ce que ces choses-là pouvaient me faire, à moi, pauvre berger de la montagne, je répondrai que j'avais 20 ans et que cette Stéphanette était ce que j'avais vu de plus beau dans ma vie. Or, un dimanche que j'attendais les vivres de quinzaine, il se trouva qu'ils n'arrivèrent que très tard. Le matin, je me disais, c'est la faute de la grand-messe. Puis vers midi, il vint un gros orage, et je pensais que la mule n'avait pas pu se mettre en route à cause du mauvais état des chemins. Enfin, sur les 3 heures, le ciel étant lavé, la montagne luisante d'eau et de soleil, j'attendis, parmi l'égouttement des feuilles et le débordement des ruisseaux gonflés, les sonnailles de la mule aussi gaies, aussi alertes qu'un grand carillon de cloche un jour de Pâques. Mais ce n'était pas le petit Miaro ni la vieille Nourade qui le conduisait, c'était, devinez qui, notre demoiselle, mes enfants, notre demoiselle en personne, assise droite entre les sacs d'osier, toute rose de l'air des montagnes et du rafraîchissement de l'orage. Le petit était malade, tante Nourade et en vacances chez ses enfants. La belle Stéphanette m'apprit tout ça en descendant de sa mule, et aussi qu'elle arrivait tard parce qu'elles étaient perdues en route. Mais à la voir si bien endimanchée, avec son ruban à fleurs, sa jupe brillante et ses dentelles, elle avait plutôt l'air de s'être attardée à quelque danse que d'avoir cherché son chemin dans les buissons. Oh, la mignonne créature! Mes yeux ne pouvaient se lasser de la regarder. Il est vrai que je ne l'avais jamais vue de si près. Quelquefois l'hiver, quand les troupeaux étaient descendus dans la plaine et que je rentrais le soir à la ferme pour souper, elle traversait la salle vivement, sans guère parler aux serviteurs, toujours parée et un peu fière. Et maintenant, je l'avais là, devant moi, rien que pour moi. N'était-ce pas à en perdre la tête? Quand elle eut tiré les provisions du panier, Stéphanette se mit à regarder curieusement autour d'elle. Relevant un peu sa belle jupe du dimanche, qui aurait pu s'abîmer, elle entra dans le parc, voulut voir le coin où je couchais, la crèche de paille avec la peau de mouton, ma grande cape accrochée au mur, ma crosse, mon fusil à pierre. Tout cela l'amusait. Alors c'est ici que tu vis, mon pauvre berger. Comme tu dois t'ennuyer d'être toujours seul. Qu'est-ce que tu fais? À quoi tu penses? J'avais envie de répondre à vous, maîtresse, et je n'aurais pas menti, mais mon trouble était si grand que je ne pouvais pas seulement trouver une parole. Je crois bien qu'elle s'en apercevait, et que la méchante prenait
prenait plaisir à redoubler mon embarras avec ses malices. Et ta bonne amie berger, est-ce qu'elle monte te voir quelquefois? Ça doit être bien sûr la chèvre d'or ou cette fée Estérelle qui ne court qu'à la pointe des montagnes. Et elle-même, en me parlant, avait bien l'air de la fée Estérelle, avec le joli sourire de sa tête renversée et sa hâte de s'en aller qui faisait de sa visite une apparition. Adieu berger, salut maîtresse. Et la voilà partie, emportant ses corbeilles vides. Lorsqu'elle disparut dans le sentier en pente, il me semblait que les cailloux, roulant sous les sabots de la mule, me tombaient un à un sur le cœur. Je les entendis longtemps, et jusqu'à la fin du jour, je restai comme ensommeillé, n'osant bouger de peur de faire en aller mon rêve. Vers le soir, comme le fond des vallées commençait à devenir bleu et que les bêtes se serraient en bêlant l'une contre l'autre pour entrer au parc, j'entendis qu'on m'appelait dans la descente et je vis paraître notre demoiselle, non plus rieuse, ainsi que tout à l'heure, mais tremblante de froid, de peur, de mouillure. Il paraît qu'au bas de la côte, elle avait trouvé la sorgue grossie par la pluie d'orage, et qu'en voulant passer à toute force, elle avait risqué de se noyer. Le terrible, c'est qu'à cette heure de nuit, il ne fallait plus songer à retourner à la ferme, car le chemin par la traverse, notre demoiselle n'aurait jamais su s'y retrouver toute seule, et moi je ne pouvais quitter le troupeau. Cette idée de passer la nuit sur la montagne la tourmentait beaucoup, surtout à cause de l'inquiétude des siens. Moi, je la rassurais de mon mieux. En juillet, les nuits sont courtes, maîtresse, ce n'est qu'un mauvais moment. Et j'allumai vite un grand feu pour sécher ses pieds et sa robe toute trempée de l'eau de la sorgue. Ensuite, j'apportai devant elle du lait, des fromageons. Mais la pauvre petite ne songeait ni à se chauffer, ni à manger, et de voir les grosses larmes qui montaient dans ses yeux, j'avais envie de pleurer, moi aussi. Cependant, la nuit était venue tout à fait. Il ne restait plus sur la crête des montagnes qu'une poussière de soleil, une vapeur de lumière du côté du couchant. Je voulus que notre demoiselle entrât se reposer dans le parc. Ayant étendu sur la paille fraîche une belle peau toute neuve, je lui souhaitai la bonne nuit et j'allai m'asseoir dehors devant la porte. Dieu m'est témoin que malgré le feu d'amour qui me brûlait le sang, aucune mauvaise pensée ne me vint. Rien qu'une grande fierté de songer que dans un coin du parc, tout près du troupeau curieux qui la regardait dormir, la fille de mes maîtres, comme une brebis plus précieuse et plus blanche que toutes les autres, reposée, confiée à ma garde. Jamais le ciel ne m'avait paru si profond, les étoiles si brillantes. Tout à coup, la claire voie du parc s'ouvrit et la belle Stéphanette parut. Elle ne pouvait pas dormir, les bêtes faisaient crier la paille en remuant ou bêlant dans leurs rêves. Elle aimait mieux venir près du feu. Voyant cela, je lui jetai ma peau de bique sur les épaules, j'activai la flamme et nous restâmes assis l'un près de l'autre sans se parler. Si vous aviez jamais passé la nuit à la belle étoile, vous savez qu'à l'heure où nous dormons, un monde mystérieux s'éveille dans la solitude et le silence. Alors les sources chantent bien plus clair, les étangs allument des petites flammes. Tous les esprits de la montagne vont et viennent librement. Et il y a dans l'air des frôlements, des bruits imperceptibles, comme si l'on entendait les branches grandir, l'herbe pousser. Le jour, c'est la vie des êtres, mais la nuit, c'est la vie des choses. Quand on n'en a pas l'habitude, ça fait peur.
Aussi, notre demoiselle était toute frissonnante et se serrait contre moi au moindre bruit. Une fois, un cri long, mélancolique, parti de l'étang qui luisait plus bas, monta vers nous en ondulant. Au même instant, une belle étoile filante glissa par-dessus nos têtes dans la même direction, comme si cette plainte que nous venions d'entendre portait une lumière avec elle. « Qu'est-ce que c'est ?» me demanda Stéphanette à voix basse. « Une âme qui entre au paradis, maîtresse, » et je fis le signe de la croix. Elle se signa aussi et resta un moment la tête en l'air, très recueillie. Puis elle me dit: « C'est donc vrai, berger, que vous êtes sorciers, vous autres ? » « Nullement, notre demoiselle, mais ici, nous vivons plus près des étoiles. Nous savons ce qui s'y passe mieux que les gens de la plaine. » Elle regardait toujours en haut, la tête appuyée dans la main, entourée de la peau de mouton comme un petit pâtre céleste. « Qu'il y en a, que c'est beau, jamais je n'en ai vu autant. »« Est-ce que tu sais leur nom, berger ? » ?»« Mais oui, maîtresse, tenez, juste au-dessus de nous, voilà le chemin de Saint-Jacques, la voie lactée. Il va de France droit sur l'Espagne. C'est Saint-Jacques de Galice qui l'a tracé pour montrer sa route au brave Charlemagne, lorsqu'il faisait la guerre aux Sarrasins. Plus loin, vous avez le char des armes, la Grande Ourse, avec ses 4 essieux resplendissants. Les 3 étoiles qui vont devant sont les 3 bêtes. Et cette toute petite contre la 3e, c'est le charretier. Voyez-vous, tout autour cette pluie d'étoiles qui tombe, ce sont les âmes dont le bon Dieu ne veut pas chez lui. Un peu plus bas, voici le râteau où les 3 rois, Orion. C'est ce qui nous sert d'horloge à nous autres. Rien qu'en les regardant, je sais maintenant qu'il est minuit passé. Un peu plus bas, toujours vers le midi, brille, Jean de Milan, le flambeau des astres, Sirius. Sur cette étoile-là, voici ce que les bergers racontent. Il paraît qu'une nuit, Jean de Milan, avec les 3 rois et la poussinière, la Pléiade, furent invités à la noce d'une étoile de leur ami. La poussinière, plus pressée, partit, dit-on, la première et prit le chemin le plus haut. Regardez-la, là-haut, tout au fond du ciel. Les 3 rois coupèrent plus bas et la rattrapèrent, mais ce paresseux de Jean de Milan, qui avait dormi trop tard, resta tout à fait derrière et, furieux pour les arrêter, leur jeta son bâton. C'est pourquoi les 3 rois s'appellent aussi le bâton de Jean de Milan. Mais la plus belle de toutes les étoiles maîtresses, c'est la nôtre. C'est l'étoile du berger qui nous éclaire à l'aube quand nous sortons le troupeau et aussi le soir quand nous le rentrons. Nous la nommons encore Maguelonne, la belle Maguelonne qui court après Pierre de Provence, Saturne, et se marie avec lui tous les 7 ans. Comment, berger, il y a donc des mariages d'étoiles? Mais oui, maîtresse. Et comme j'essayais de lui expliquer ce que c'était que ces mariages, je sentis quelque chose de frais et de fin peser légèrement sur mon épaule. C'était sa tête alourdie de sommeil qui s'appuyait contre moi avec un joli froissement de rubans, de dentelles et de cheveux ondés. Elle resta ainsi sans bouger jusqu'au moment où les astres du ciel pâlirent, effacés par le jour qui montait. Moi, je la regardais dormir, un peu troublée au fond de mon être, mais saintement protégée par cette claire nuit qui ne m'a jamais donné que de belles pensées. Autour de nous, les étoiles continuaient leur marche silencieuse, dociles comme un grand troupeau. Et par moments, je me figurais qu'une de ces étoiles, la plus fine, la plus brillante, ayant perdu sa route, était venue se poser sur mon épaule pour dormir. Voici le
Deuxième lettre du jour. L'Arlésienne. Pour aller au village, en descendant de mon moulin, on passe devant un mas bâti près de la route au fond d'une grande cour plantée de micocouliers. C'est la vraie saison du ménager de Provence, avec ses tuiles rouges, sa large façade brune irrégulièrement percée. Puis tout en haut la girouette du grenier, la poulie pour hisser les meules et quelques touffes de foin brun qui dépassent. Pourquoi cette maison m'avait-elle frappé? Pourquoi ce portail fermé me serrait-il le cœur? Je n'aurais pas pu le dire, et pourtant ce logis me faisait froid. Il y avait trop de silence autour. Quand on passait, les chiens n'aboyaient pas, les pintades s'enfuyaient sans crier. À l'intérieur, pas une voix, rien, pas même un grelot de mule. Sans les rideaux blancs des fenêtres et de la fumée, et la fumée qui montait des toits, on aurait cru l'endroit inhabité. Hier, sur le coup de midi, je revenais du village et pour éviter le soleil, je longeais les murs de la ferme dans l'ombre des micocouliers. Sur la route, devant le mas, des valets silencieux achevaient de charger une charrette de foin. Le portail était resté ouvert. Je jetai un regard en passant et je vis au fond de la cour, accoudé, la tête dans ses mains, sur une large table de pierre, un grand vieux tout blanc avec une veste trop courte et des culottes en lambeaux. Je m'arrêtai. Un des hommes me dit tout bas: Chut, c'est le maître, il est comme ça depuis le malheur de son fils. À ce moment, une femme et un petit garçon vêtus de noir passèrent près de nous avec de gros paroissiens dorés et entrèrent à la ferme. L'homme ajouta: La maîtresse et cadet qui reviennent de la messe, ils y vont tous les jours depuis que l'enfant s'est tué. Ah monsieur, quelle désolation! Le père porte encore les habits du mort. On ne peut pas les lui faire quitter. Diahu, la bête. La charrette s'ébranla pour partir. Moi, qui voulais en savoir plus long, je demandai au voiturier de monter à côté de lui. Et c'est là-haut dans le foin que j'appris toute cette navrante histoire. Il s'appelait Jean. C'était un admirable paysan de 20 ans, sage comme une fille, solide et le visage ouvert. Comme il était très beau, les femmes le regardaient, mais lui n'en avait qu'une en tête, une petite Arlésienne, tout envelourée en dentelle, qu'il avait rencontrée sur la lys d'Arles une fois. Au mas, on ne vit pas d'abord cette liaison avec plaisir. La fille passait pour coquette et ses parents n'étaient pas du pays. Mais Jean voulait son Arlésienne à toute force. Il disait: Je mourrai si on ne me la donne pas. Il fallut en passer par là. On décida de les marier après la moisson. Donc, un dimanche soir, dans la cour du mas, la famille achevait de dîner. C'était presque un repas de noces. La fiancée n'y assistait pas, mais on avait bu en son honneur tout le temps. Un homme se présente à la porte et d'une voix qui tremble demande à parler à maître Estève, à lui seul. Estève se lève et sort sur la route. « Maître, lui dit l'homme, vous allez marier votre enfant à une coquine qui a été ma maîtresse pendant 2 ans. Ce que j'avance, je le prouve, voici des lettres. Les parents savent tout et me l'avaient promise, mais depuis que votre fils la recherche, ni eux ni la belle ne veulent plus de moi. J'aurais cru pourtant qu'après ça, elle ne pouvait pas être la femme d'un autre. C'est bien, dit maître Estève quand il eut regardé les lettres, entre boire un verre de muscat. L'homme répond: Merci, j'ai plus de chagrin que de soif, et il s'en va.
passe à table et le repas s'achève gaiement. Ce soir-là, maître Estève et son fils s'en allèrent ensemble dans les champs. Ils restèrent dehors longtemps. Quand ils revinrent, la mère les attendait encore. « Femme, dit le ménager, en lui amenant son fils, embrasse-le, il est malheureux. » Jean ne parla plus de l'Arlésienne. Il l'aimait toujours cependant, et même plus que jamais depuis qu'on la lui avait montrée dans les bras d'un autre. Seulement, il était trop fier pour rien dire. C'est ce qui le tua, le pauvre enfant. Quelquefois, il passait des journées entières seul dans un coin, sans bouger. D'autres jours, il se mettait à la terre avec rage et abattait à lui seul le travail de 10 journaliers. Le soir venu, il prenait la route d'Arles et marchait devant lui jusqu'à ce qu'il vît monter dans le couchant les clochers grêles de la ville. Alors il revenait. Jamais il n'alla plus loin. De le voir ainsi, triste, toujours triste et seul, les gens du mas ne savaient plus ce que faire. On redoutait un malheur. Une fois à table, sa mère, en le regardant avec des yeux pleins de larmes, lui dit « Eh bien, écoute, Jean, si tu la veux tout de même, nous te la donnerons. » Le père, rouge de honte, baissait la tête. Jean fit signe que non, et il sortit. À partir de ce jour, il changea sa façon de vivre, affectant toujours d'être toujours gai, pour rassurer ses parents. On le revit au bal, au cabaret, dans les ferrades, à la vote de Fontvieille, c'est lui qui mena la farandole. Le père disait, il s'est guéri. La mère, elle, avait toujours des craintes et plus que jamais surveillait son enfant. Jean couchait avec Cadet tout près de la magnanerie. La pauvre vieille se fit dresser un lit à côté de leur chambre. Les Magnans pouvaient avoir besoin d'elle dans la nuit. Vint la fête de Saint-Éloi, patron des ménagers. Grande joie au mas, il y eut du Châteauneuf pour tout le monde et du vin cuit comme s'il en pleuvait. Puis des pétards, des feux sur l'air, des lanternes de couleur plein les micocouliers. Vive Saint-Éloi, on farandola à mort. Cadet brûla sa blouse neuve. Jean lui-même avait l'air content. Il voulut faire danser sa mère. La pauvre femme en pleurait de bonheur. À minuit, on alla se coucher. Tout le monde avait besoin de dormir. Jean ne dormit pas, lui. Cadet a raconté depuis que toute la nuit, il avait sangloté. Ah, je vous réponds qu'il était bien mordu, celui-là. Le lendemain, à l'aube, la mère entendit quelqu'un traverser sa chambre en courant. Elle eut comme un pressentiment. « Jean, c'est toi. » Jean ne répond pas, il est déjà dans l'escalier. Vite, vite, la mère se lève. « Jean, où vas-tu » Il monte au grenier, elle monte derrière lui. « Mon fils, au nom du ciel !» Il ferme la porte et tire le verrou. « Jean, mon Jeannet, réponds-moi, que vas-tu faire ?» À tâtons de ses vieilles mains qui tremblent, elle cherche le loquet. Une fenêtre qui s'ouvre, le bruit d'un corps sur les dalles de la cour, et c'est tout. Il s'était dit, le pauvre enfant, je l'aime trop, je m'en vais. Ah, misérable cœur que nous sommes, c'est un peu fort pourtant que le mépris ne puisse pas tuer l'amour. Ce matin-là, les gens du village se demandèrent qui pouvait crier ainsi, là-bas, du côté du mas d'Estève. C'était dans la cour, devant la table de pierre couverte de rosée et de sang, la mère toute nue qui se lamentait avec son enfant mort sur ses bras. Voilà les amis, c'est tout pour moi pour ces 2 lettres très émouvantes.
une fin très tragique. Autant les deux dernières étaient assez rigolotes, autant ces deux-là sont très très émouvantes. Et lorsque je les ai lues, eh bien, je n'ai pas pu m'empêcher d'être émue. C'est un livre que je n'ai jamais lu, donc je les découvre en même temps que vous. Vraiment, je ne les ai jamais lus, même juste avant la vidéo, je ne lis pas les lettres, donc c'est pour ça que des fois je bafouille un peu. Mais aussi, je découvre tout en même temps que vous, si vous ne les connaissiez pas. Donc, eh bien des fois il y a des fins tragiques et je ne m'y attendais pas du tout. Les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous avez la santé autant physique que mentale. En tout cas, je suis très contente de vous retrouver. Je suis très contente de vous retrouver. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Buvez de l'eau. Restez à l'ombre. Soyez heureux. En tout cas, moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Vraiment, tout le bonheur du monde. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur Nuage.